Mes chers collègues, nous allons maintenant entendre, et d'avance, je voulais m'excuser pour le retard, Madame Valérie Delahaye-Guillochot, s'il vous plaît, Valérie Delahaye-Guillochot, qui est candidate au renouvellement de son mandat de présidente de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. J'indique que cette audition fait l'objet d'une captation vidéo en vue de sa retransmission en direct sur le site du Sénat. Elle sera consultable en vidéo à la demande. Je ne reviendrai pas sur le détail des missions de cet établissement public, mais par contre, nous avons souhaité surtout vous entendre, à la fois au regard de cette première période que vous avez vécue et des perspectives que vous imaginez pour ce futur mandat, dans à la fois l'action et le rôle de l'agence et surtout comment à un moment donné, repositionner un certain nombre de missions au regard des évolutions qui sont aujourd'hui demandées par l'ensemble des acteurs, et notamment avec les usages de nombreux produits, notamment en matière de vaccination, de pharmacie, produits biologiques. Voilà, donc le sujet est important, et donc tout de suite, madame, je vous laisse la parole, et ensuite, nous aurons quelques questions qui seront posées par nos collègues sénateurs. Et un grand merci, encore toutes nos excuses pour le retard. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs. C'est un honneur pour moi d'être entendu par votre commission dans le cadre, comme vous l'avez dit, de la procédure de nomination pour un second mandat à la tête du conseil d'administration de l'Agence de sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé. Comme vous m'y invitez, je ferai un exposé introductif en 3 temps. En premier lieu, une très rapide présentation personnelle et de mon parcours professionnel et les raisons qui m'ont conduite à solliciter le renouvellement de ce mandat. Je partagerai évidemment avec vous mon retour d'expérience des 3 années à la tête du conseil d'administration et je vous donnerai ma vision évidemment des enjeux pour l'agence tels que je les perçois à cette heure. La dominante de mon parcours professionnel depuis plus de 35 ans, c'est l'engagement au service des politiques sociales et des ministères sociaux, en ayant gravi les échelons au sein des ministères sociaux depuis mon arrivée en 1987 au ministère chargé de la Santé. Vous disposez de mon CV qui récapitule les grands jalons de ma carrière. Je ne vais pas les détailler, mais je voudrais juste résumer en mettant en avant quelques axes de mes compétences acquises au fil de ce parcours. Une bonne connaissance de l'écosystème de santé acquis grâce à cette première partie de carrière dans le champ de la DGOS à l'époque avec le pilotage des dépenses hospitalières, secteur public et privé, la création des ARH à la fin des années 90, ancêtre des ARS, et plus largement une bonne connaissance de la galaxie santé. Un élargissement des compétences à la sphère travail-emploi qui, grâce notamment à mon expérience de 4 années à la Direction générale du travail en tant que chef de service, des compétences bien sûr de pilotage et de management d'équipe et de responsabilité sur certains domaines, combinées à des compétences d'inspection, d'audit et de contrôle éprouvées grâce à mes années passées à l'IGAS et à la Cour des comptes. Des compétences financières juridiques plus transverses, acquises notamment lors de mes fonctions pendant plus de 6 ans à la tête de la direction financière des ministères sociaux au sein de son secrétariat général, et depuis plus de 3 ans dans mes fonctions de conseillère d'État en service extraordinaire au sein de la section sociale, des compétences juridiques et évidemment un suivi de l'actualité des politiques sociales à travers l'ensemble des textes qui sont soumis à son examen obligatoire. Je suis aujourd'hui candidate pour un second mandat de présidente du conseil d'administration pour les raisons suivantes. Dans le prolongement de mon engagement ancien dans le champ des politiques sociales, j'éprouve un intérêt marqué pour les missions de santé publique que l'agence porte. Ensuite, après 3 années d'investissement au sein de ce conseil, et après avoir participé, j'y reviendrai, à l'élaboration du dernier contrat d'objectifs et de performance adopté à l'été dernier, je souhaiterais naturellement pouvoir en suivre son déploiement dans les 3 prochaines années. Enfin, je suis convaincue qu'une relative stabilité et continuité de la gouvernance de l'agence peut être précieuse pour l'aider à continuer de grandir et se déployer. Je me présente aujourd'hui donc avec un recul de 3 ans dans les fonctions de présidente du conseil d'administration de cet opérateur majeur de santé publique, vous l'avez dit Monsieur le Président, établissement public sous tutelle du ministère de la Santé qui assure au nom de l'État la sécurité des produits de santé et favorise l'accès à l'innovation thérapeutique. Elle agit à tous les stades de la vie des produits de santé, depuis les essais cliniques jusqu'à la délivrance de l'AMM ou de l'autorisation d'accès précoce et après la mise sur le marché, assure le suivi de la vie de ces produits en vie réelle. C'est donc l'occasion de vous livrer mon retour d'expérience et la façon dont j'ai exercé mon mandat et les enseignements que j'en tire.
En vertu des dispositions du Code de la santé publique, le président du conseil d'administration de l'agence est dans une fonction non exécutive. Il a donc une mission de bonne organisation des travaux du conseil. Il doit veiller à ce que cette instance puisse exercer son office de manière éclairée et transparente, voter le budget de cet opérateur et en assurer le suivi, fixer les orientations de la politique de l'agence à la fois de manière pluriannuelle et chaque année dans la définition de programmes de travail. J'ai partagé avec les administrateurs tout au long de mon mandat l'idée que notre rôle était aussi, chacun, avec notre prisme d'analyse, notre positionnement professionnel ou institutionnel, notre expertise, de veiller aux signaux faibles, d'identifier les mutations à l'œuvre dans l'écosystème des produits de santé, de nature à évidemment impacter les missions de l'agence, afin de pouvoir anticiper au mieux les choix stratégiques, les virages éventuels à opérer pour l'agence. Je crois pouvoir dire devant la représentation nationale que le conseil d'administration de l'agence a effectivement pu mener ses missions dans de très bonnes conditions. C'est l'occasion pour moi de rendre hommage à la qualité des dossiers préparés par la direction générale de l'agence et ses équipes, à la qualité de l'information qui nous a été délivrée, avec de manière systématique, lors de chaque séance du conseil, des présentations de sujets d'actualité, avec des échanges avec les équipes concernées de l'agence. Pour vous donner quelques exemples, la présentation de l'organisation du centre de crise de l'ANSM, le CASAR, qui a été mis en place notamment suite à la crise Covid, la gestion de l'innovation et bien sûr à de multiples reprises, j'y reviendrai, le sujet des pénuries de médicaments, le bilan également de l'activité du groupement d'intérêt scientifique EPIPHAR dans le champ de la pharmacoépidémiologie, le bilan de l'application des nouveaux règlements européens sur les dispositifs médicaux, etc. Je dois aussi le souligner, les relations entre l'agence et le ministère de la Santé, ainsi que les autres ministères représentés au Conseil, ont toujours été fluides et aidantes pour l'agence. J'ai veillé pendant mon mandat à ce que les séances du Conseil permettent à l'ensemble des administrateurs de pouvoir s'exprimer et débattre, et je dois souligner combien, à l'image des valeurs portées par l'agence, la place de toutes les parties prenantes y est reconnue. Médecins, pharmaciens, représentants des patients, personnalités qualifiées, députés, sénateurs, représentants du personnel. Chacun, je crois, a pu s'exprimer, apporter son regard, enrichir ce faisant les débats. Tout ceci s'est naturellement déroulé dans le respect du cadre déontologique transparent au sein de cette instance, comme dans toutes les instances de l'agence. J'ajoute que la présence du président du conseil scientifique de l'agence à chaque séance du conseil d'administration, permettant de restituer les travaux actifs de ce conseil pluridisciplinaire aux administrateurs, est très importante. Pour vous donner un exemple, en amont d'une délibération du conseil d'administration sur le montant d'une subvention accordée à un partenaire du groupement du GIS EPIPHAR que je citais tout à l'heure, de disposer de l'éclairage scientifique de cette instance et ainsi de permettre aux administrateurs de pouvoir statuer en toute connaissance de cause. Le conseil d'administration a pris toute sa part dans la définition des priorités annuelles de travail et dans le suivi annuel de l'exécution du précédent COP et bien sûr dans la préparation, en lien avec la direction générale et le ministère de la Santé, à la construction du nouveau COP 2024-2028 qui a été signé l'été dernier entre le ministre de la Santé et l'agence. Je voudrais souligner que ce COP a été construit en cohérence avec la stratégie nationale de santé 2023-2033 et participe à l'atteinte de ces 3 objectifs majeurs de ce plan, et également en articulation avec le plan d'investissement porté par le président de la République France 2030. En l'espace de quelques années, je crois que la NSM a changé d'échelle et je crois pouvoir dire, et ceci est confirmé par le rapport de l'IGAS d'évaluation du précédent COP qui a été rendu public à l'automne dernier, mais aussi l'enquête de satisfaction menée par l'agence auprès de ses parties prenantes en 2021, que la NSM a aujourd'hui une place et une légitimité pleinement reconnues. Ce constat n'est pas une autosatisfaction béate, je le vois comme un point d'appui très fort pour que l'agence continue de poursuivre et relever les nouveaux défis qui sont tracés dans le nouveau COP. C'est aussi, ayant pu échanger régulièrement au fil de mon mandat avec les représentants du personnel de l'agence qui, comme vous le savez, siègent au CA, un puissant facteur de motivation pour les équipes en place et d'attractivité de l'agence pour ses futurs collaborateurs. La NSM, ce sont environ 1000 hommes et femmes qui la font vivre et c'est leur expertise pointue, leur savoir-faire qui permettent chaque jour à l'agence de conduire et mener à bien les missions de service public. J'ai porté une attention particulière à la question de l'adéquation entre les moyens de l'agence et ses missions. Il faut le souligner, au cours des 3 dernières années, les missions de l'agence ont été reconnues avec d'abord une stabilisation de ses moyens et une possibilité de gager des créations d'emplois hors plafond par des ressources liées à l'engagement européen important de l'agence. Depuis le budget 2024, grâce aux priorités issues de la LLFSS votée par le Parlement et du soutien constant des ministres de la Santé, des moyens dédiés ont été octroyés pour accompagner la forte charge de travail liée à la gestion des pénuries des produits de santé, avec des créations d'emplois autorisées l'an dernier.
Pour 2025, le Conseil d'administration a certes voté son budget en novembre dernier, mais le contexte particulier, évidemment, oblige à attendre l'issue de la LFSS, on l'espère, et des débats parlementaires en cours pour l'ajuster, le cas échéant, en fonction de la dotation de l'assurance maladie qui en découlera. Il me semble toutefois important d'être conscient que l'amplification de la charge liée à la gestion des pénuries de produits de santé ne pourra se réaliser sans y consacrer plus de moyens et que l'implication forte de l'agence dans les travaux européens sous l'égide de l'EMA, autofinancée avec les ressources que cela génère, pourrait continuer de permettre des créations d'emplois hors plafond. Je reviens aux enjeux et défis de l'agence pour les prochaines années tels que je les identifie. La préparation des travaux sur le COP 2024-2028 ainsi que les sujets traités par l'agence au cours des 3 dernières années montrent que le contexte et l'environnement de son action ont profondément et structurellement changé. La crise Covid ayant, sinon catalysé, du moins accéléré et révélé ces changements, dont certains sont sans doute à l'œuvre à bas bruit depuis plusieurs décennies. La rareté, voire la pénurie dans certains cas des produits de santé et des médicaments qui ne sont pas des produits ordinaires. Les effets d'une mondialisation qui a transformé en 30 ans l'écosystème du médicament, avec la place prise dans la production de certains principes actifs et même de médicaments génériques de pays émergents, Chine, Inde, qui rendent la France, mais aussi plus largement l'Europe, plus vulnérable, situation qui a bien sûr aussi été amplifiée par les crises géopolitiques et les conflits en Ukraine ou au Moyen-Orient. L'accélération de l'innovation technologique, notamment dans le champ des dispositifs médicaux, avec le développement du numérique, des algorithmes et bien sûr de l'IA. La prise en compte, enfin, des enjeux environnementaux, de la transition écologique et de la décarbonation de l'écosystème des produits de santé. L'écosystème donc du médicament et des produits de santé a changé et va continuer de changer. Et ces éléments de contexte structurel pèsent à l'évidence sur les priorités de l'agence et son action pour les prochaines années. Je crois que le COP qui vient d'être signé prend pleinement en compte ces nouveaux enjeux. Je voudrais insister de manière transversale sur le fait que la réponse à ces nouveaux enjeux doit se situer à l'échelle européenne et pas strictement nationale, l'action de l'agence étant résolument ancrée dans le concert européen et cet élément est en toile de fond de l'ensemble du COP. Je rappelle effectivement que l'agence participe au fonctionnement de l'Agence européenne du médicament en participant à l'évaluation des dossiers en vue des AMM européennes. Et en outre, elle travaille évidemment de façon coordonnée avec l'ensemble des autorités réglementaires des autres États membres au service de la sécurité sanitaire de l'ensemble des Européens. Je voudrais rappeler les 4 axes de travail de ce COP qui constituent la feuille de route et le cadrage stratégique pour l'agence. Une agence garante de la sécurité des patients dans le cadre de leur utilisation des produits de santé, une agence agile et accompagnant l'innovation, une agence à l'écoute et au service des citoyens, une agence performante et engagée. Je ne vais pas détailler tous ces 4 axes, mais peut-être terminer par quelques points majeurs avant d'introduire le débat, évidemment. Alors, la question des pénuries de médicaments et de dispositifs médicaux est évidemment au cœur des préoccupations et votre commission évidemment est très au fait de ces sujets pour avoir évidemment déjà produit plusieurs rapports sur le sujet. Je ne vais pas revenir sur les ordres de grandeur dont on parle. La NSM a traité en 2023 plus de 5000 signalements de rupture ou de risque de rupture, un tiers de plus qu'en 2022, 6 fois plus qu'en 2018. Les travaux du Parlement, je crois, ont permis, dans le cadre des LFSS successives, de renforcer l'arsenal législatif puis réglementaire, permettant d'accroître les leviers d'action les plus appropriés, notamment ceux dans le champ d'action de la NSM. C'est un sujet complexe, car il se joue à tous les niveaux de la chaîne des produits de santé, du producteur au distributeur jusqu'au dispensateur, en passant par le prescripteur. La NSM dispose aujourd'hui de certains leviers à son niveau pour atténuer l'impact pour le patient, mais pas de tous, en rappelant que ce sont les laboratoires qui produisent les médicaments et sont responsables, dès lors qu'ils disposent d'une AMM, de la couverture et de l'approvisionnement en due quantité par rapport à la population cible qu'ils ont estimée. Selon les produits de santé, selon les périodes, le risque de rupture ne se situe pas nécessairement au même niveau et les causes peuvent être multifactorielles. Problèmes de production, répartition des stocks sur le territoire, notamment à l'image de ce qui s'est passé pour l'amoxicilline à l'hiver 2023. Les leviers d'action pour l'agence reposent sur la stratégie suivante. Identifier, prévenir, anticiper et en cas de crise, optimiser la gestion de la situation. La NSM, en lien avec l'ensemble des parties prenantes, laboratoires, grossistes répartiteurs, officines, médecins et représentants des patients, et en cohérence avec la feuille de route interministérielle adoptée en février 2024, est très engagée et va amplifier son action, notamment sur les points suivants. Sur l'anticipation, il s'agit évidemment de travailler sur les outils partagés en termes de systèmes d'information avec les acteurs concernés.
C'était notamment une des dispositions qui était prévue dans le PLFSS 2025, avec notamment l'enjeu de l'outil d'épée rupture, hein, qui est aujourd'hui porté par le Conseil national de l'ordre des pharmaciens. Déployer à son niveau et dans son champ de compétences tout l'arsenal réglementaire qui lui est offert. La possibilité de requalifier en MITM des médicaments qui n'ont pas été spontanément proposés par les industriels. C'est possible depuis la LFSS 2024. Les ajustements des stocks de sécurité, les sanctions financières dont l'agence a amplifié le potentiel l'année dernière, le pilotage, le cas échéant, d'une chaîne de production publique, l'identification d'alternatives thérapeutiques, la promotion du bon usage. Je n'oublie pas dans cette problématique la question des risques de pénurie de dispositifs médicaux qui se posent en des termes spécifiques. La question de la substituabilité y est beaucoup plus délicate, qui est aujourd'hui pleinement intégrée dans le COP. Deuxième axe, l'enjeu de l'accès à l'innovation. L'agence est d'ores et déjà fortement impliquée dans ces sujets et va le demeurer pour les prochaines années. Plusieurs sujets. Le renforcement du guichet innovation-orientation. C'est un guichet qui a été créé, vous le savez, depuis bientôt 4 ans et qui répond à un besoin certain avec une activité croissante dans le temps, puisque aujourd'hui, ce sont plus de 300 dossiers qui sont examinés chaque année. C'est un dispositif un peu unique en Europe dans ce format et il offre le plus souvent aux petites entreprises innovantes un accompagnement apprécié sur le plan scientifique et réglementaire à un stade précoce du développement. La question de l'accès précoce en coopération avec la Haute Autorité de Santé dans un cadre renouvelé depuis les modifications réglementaires de 2021 qui doit là encore se déployer, à la fois soucieux de l'intérêt des patients, parfois en impasse thérapeutique, mais dans un cadre pleinement sécurisé. Tout ceci doit se poursuivre. Derrière le sujet innovation, il y a bien évidemment le sujet des données, d'accès aux données, de potentialisation de celles-ci. C'est un axe majeur et structurant pour les prochaines années pour accroître encore la performance de l'agence. Troisième axe, la question de la sécurité et du bon usage des produits de santé avec l'importance du suivi des produits de santé en vie réelle. C'est un sujet majeur de santé publique, la lutte contre le mésusage, le renforcement du bon usage, la lutte contre l'antibiorésistance. Et ce faisant, c'est aussi une façon d'agir sur le volume consommé, la France s'illustrant toujours par un niveau de consommation de médicaments observé bien supérieur à la moyenne européenne. L'action de l'agence doit se poursuivre de manière résolue avec des enjeux de communication, de bonne information, de ciblage adéquat sur les populations et les personnes concernées dans un environnement où la parole experte est parfois mise en doute avec les réseaux sociaux. L'agence doit continuer d'adapter son mode et ses vecteurs de communication pour toucher au mieux les patients et les usagers des produits de santé, ainsi que les professionnels de santé. Tout ceci doit se faire bien sûr en lien avec les parties prenantes, y compris les associations de patients, et de manière transparente, comme elle le fait de manière agile, avec la création de comités scientifiques temporaires. On peut citer ainsi ce qui s'est passé pour la création d'un comité scientifique temporaire sur l'usage des analogues GLP-1, c'est Wegovy, Ozempic, qui engage notamment des spécialistes en sciences humaines, compétences nouvelles à NASM, pour permettre de mieux appréhender tous les aspects de cette problématique et adapter au mieux les moyens d'action et de communication. Dernier axe, la territorialisation de l'action de l'agence. C'est un axe nouveau du COP, potentiellement porteur d'une approche intéressante avec les agences régionales de santé et les acteurs de santé dans les territoires, en accroissant les synergies avec des structures existantes, les OMEDIT, les comités régionaux d'antibiorésistance, les comités régionaux de pharmacovigilance et bien sûr les associations de patients dans les territoires. Ceci permettra d'amplifier des démarches déjà engagées par l'agence ces dernières années, comme par exemple le déploiement fructueux de la 50aine de binômes médecins-pharmaciens qui permet d'accroître encore le lien avec le terrain. J'insisterai pour terminer en indiquant que ces enjeux et ces priorités ne pourront se réaliser sans le professionnalisme, l'expertise et la mobilisation constante des femmes et des hommes qui travaillent à l'agence. L'enjeu de conserver une attractivité sur ces métiers de forte expertise est fondamental. Pour ma part, je continuerai, si ma nomination est confirmée, comme je l'ai été ces 3 ans, de rester attentive à l'adéquation entre les missions et les moyens et de faire vivre le débat au sein du conseil d'administration. En outre, le travail avec les parties prenantes, professionnels de santé, associations de patients est aujourd'hui pleinement intégré à tous les niveaux par l'agence et la transparence de l'agence à tous les stades des processus qu'elle gère constitue un point d'appui majeur pour légitimer son action et accroître la confiance des citoyens. En conclusion, Monsieur le Président, c'est avec une profonde motivation et beaucoup d'enthousiasme que je suis prête à m'engager pour un 2e mandat à la tête du conseil d'administration pour permettre à cette agence essentielle pour la politique de santé de notre pays de continuer à grandir et répondre aux défis qui sont les siens. Je vous remercie pour votre attention.
Merci, Madame, pour cette présentation. Et donc, on sent en tout cas cette volonté de faire avancer l'agence. Alors, je vais donner tout de suite la parole en premier lieu à Corinne Imbert pour les premières questions. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la Présidente, d'abord pour le rappel de votre carrière très, très riche et très remplie. Et puis, comme vient de le dire le Président, on sent votre motivation à poursuivre pour 3 ans ce mandat. Alors, je voudrais aborder 3 sujets qui, bien sûr, impactent directement les patients. Au-delà, effectivement, de la mission première qui est la vôtre, c'est de garantir la qualité des produits de santé. Vous avez déjà évoqué 2 sujets, les pénuries de médicaments et puis l'accès à l'innovation. J'aborderai un 3e sujet concernant l'expérimentation du cannabis thérapeutique. Alors, sur les pénuries de médicaments, est-ce que vous avez regardé l'émission diffusée la semaine dernière sur France 2 ? Moi aussi. Moi aussi. Bon, l'action de la NSM dans la lutte contre les pénuries et l'anticipation des risques de rupture est évoquée, vous le savez, et en particulier les limites qu'elle comporte face à l'incapacité à déterminer la réalité des stocks à l'instant T, mais on connaît la difficulté. Par contre, je vous remercie dans vos propos introductifs d'avoir cité DP Rupture. Outil ô combien important qui jusqu'à là était travaillé par les pharmaciens, puisque c'est une initiative du Conseil national de l'ordre des pharmaciens, comme vous l'avez rappelé. Et merci d'avoir souligné le travail, puisque c'est au Sénat que nous avons introduit cette mesure dans la loi de financement de la sécurité, enfin dans le projet de loi, on n'a pas encore parlé de loi, il faudrait qu'un texte soit voté, mais en tout cas dans le projet de loi, c'est dans le texte de la CMP, j'espère de tout cœur, et je le dis devant les élus, que c'est une mesure qui sera conservée. Voilà. Pour autant, est-ce que vous pouvez nous dire et nous rappeler comment travaille concrètement la NSM pour cartographier et anticiper les risques de rupture? Quels progrès a-t-elle réalisé selon vous ces dernières années et quelles sont encore les marges d'amélioration? Parce que force est de constater qu'on a toujours de plus en plus de ruptures. Alors les raisons plurielles, vous les avez rapidement évoquées. Pour autant, on ne peut pas se satisfaire de ce simple constat. Est-ce que la dimension territoriale des pénuries est-elle, selon vous, suffisamment prise en compte? C'est le président qui coupe? Pas bien, président. Non, c'est David, pas bien non plus, David. Et comment la NSM travaille avec les agences régionales de santé ou les professionnels de santé pour recenser, anticiper au mieux les risques de rupture localement? C'est bien sur la question de territorialisation, parce qu'à un moment donné, j'avoue que je m'étais interrogée sur ce sujet. Sur l'accès à l'innovation thérapeutique, nous avons reçu récemment en audition la directrice de l'agence qui nous a parlé des dispositifs d'appui à l'innovation tels que les procédures d'accès précoce et ce fameux guichet innovation et orientation qui était particulièrement utile, notamment dans les cas d'impasse thérapeutique ou pour des maladies rares, pour lesquels il est plus difficile de réaliser des essais cliniques traditionnels. Elle soulignait ainsi l'importance de développer de nouvelles méthodes d'évaluation dans ces situations. Une évolution du modèle d'évaluation du médicament vous semble-t-elle nécessaire, notamment sur quand on a peu de patients en fait, concernés, et quelles seraient vos préconisations en la matière? Et puis enfin, dernier point, le cannabis thérapeutique. Quand on va, parce que là on est sur une mesure, j'allais dire, on prolonge le dispositif, et tant mieux pour les patients, mais quand est-ce qu'on va avoir une disposition et quelle suite vous semble-t-il possible de pouvoir envisager pour un accès au cannabis thérapeutique pour les patients? Alors qu'a priori l'expérimentation a des conclusions assez favorables. Voilà. Merci beaucoup. Je vais peut-être continuer. Je prends un deuxième sénateur pour Florence Lassaad. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame, pour votre implication, votre enthousiasme. J'ai 2 questions principales. La NSM a récemment annoncé une modification des conditions de prescription des médicaments antiépileptiques à base de valproate de sodium au cœur du scandale de la dépakine. Dans cette affaire, la NSM avait été mise en examen pour blessure et homicide involontaire, de même que le laboratoire Sanofi pour tromperie aggravée, homicide involontaire. La nouvelle restriction des conditions de prescription des médicaments à base de valproate, qui concerne désormais les adolescents et les hommes susceptibles d'avoir des enfants, a de quoi inquiéter. Elle fait suite à une étude de l'Agence européenne
du médicament qui suggère l'existence de mêmes risques pour les enfants nés d'un père ayant reçu ce traitement dans les 3 mois précédant la conception, alors que jusque-là, seule l'exposition in utero était reconnue. Pourquoi cette décision intervient-elle aujourd'hui alors que l'étude dont il a été question a été publiée à l'été 2023 ? Quelles conséquences les autres pays européens ont-ils tirées de cette étude ? Et faut-il en déduire que les critères d'indemnisation de ces victimes doivent évoluer pour intégrer ces nouvelles connaissances ? Deuxièmement, et c'est une question plus générale, la France est l'un des pays les plus consommateurs de médicaments au monde, bien sûr avec les problèmes d'interaction médicamenteuse qu'on connaît, mais cette situation soulève également des enjeux financiers et puis des enjeux, on en a parlé, de disponibilité de certains médicaments. La NSM a déposé une campagne d'information et de sensibilisation à l'été 2023 pour favoriser le bon usage de médicaments. La campagne étant « Les médicaments ne sont pas des produits ordinaires, ne les prenons pas à la légère ». Alors que l'assurance maladie a lancé en novembre dernier sa propre campagne, quel bilan faites-vous de votre propre campagne 1 an et demi plus tard ? Merci beaucoup, madame. Je vous laisse répondre déjà à ces deux séries de questions. Et nous avons encore 3 sénateurs après. Merci, Monsieur le Président. Merci pour vos questions. Alors, pour revenir sur le sujet donc des ruptures, effectivement, et donc à la fois ce que fait l'agence, les progrès qu'elle a réalisés, ce qui est devant nous, et la dimension territoriale. Je crois qu'effectivement, je l'ai dit, l'agence aujourd'hui s'appuie sur quand même un déploiement qui a été mené après les dispositions réglementaires de 2021 sur notamment les plans de gestion des pénuries qui doivent être déposés par les laboratoires pharmaceutiques qui doivent évidemment faire tout signalement à l'agence sur un risque de rupture ou une rupture, a fortiori une rupture avérée avec la stratégie organisée par le laboratoire pour y répondre. Donc c'est évidemment une source importante. L'agence a aussi évidemment donc, des informations via l'outil d'épérupture qui est effectivement porté par le Conseil national de l'ordre des pharmaciens et qui est alimenté par les pharmacies d'officine et aussi les pharmacies à usage intérieur. Il existe aussi d'autres informations, notamment des outils que le LEM a développé, qui est son propre système d'information. Il y a évidemment un enjeu aujourd'hui de progrès sur, je dirais, le caractère contemporain des informations et d'anticipation, évidemment, le plus précocement possible des facteurs de risque qui peuvent avoir une incidence sur la disponibilité des médicaments. Je suis, pour ma part, convaincue, effectivement, que si, effectivement, les dispositions législatives puis réglementaires qui rendent obligatoire, effectivement, l'alimentation d'un outil complètement interfacé entre l'ensemble des acteurs sera évidemment une voie d'amélioration évidente. Dans les progrès réalisés, d'abord je voudrais peut-être, il ne s'agit pas d'être dans l'autosatisfaction, le sujet des pénuries est un sujet, je pense, qui présente une dimension structurelle sur laquelle il faut évidemment avoir les bons leviers d'action. Dans le cadre quand même du plan hivernal que l'agence a développé, puisque quand même depuis 2-3 ans, l'agence a construit dans une stratégie de gestion de risque plusieurs systèmes d'organisation qui consistent en fait à interagir avec l'ensemble des parties prenantes, que ce soit les plans hivernaux, c'est la 2e édition cette année qu'il y a un plan hivernal, il y a aussi un plan blanc sur les médicaments en cas de situation critique. S'agissant du suivi, en tout cas du plan hivernal de cette année, et pourtant, je crois savoir qu'on est quand même dans une phase épidémique assez importante, en tout cas sur certains virus. Le plan hivernal et le dernier suivi qui remonte à quelques jours, qui a été mis en ligne sur le site de l'agence, montre que, contrairement aux années passées, s'agissant par exemple de l'amoxicilline, la situation est plus satisfaisante. Alors, il ne s'agit pas de se glorifier, mais peut-être de mettre en exergue une action que l'agence a déployée l'année dernière, qui reposait là aussi sur le partenariat, le travail commun et notamment la charte d'engagement qui a été signée en novembre 2023,
et qui était une incitation à avoir une attitude éthique de la part de l'ensemble des acteurs, parce que je crois, vous avez cité cette émission, mais qui a peut-être pas assez insisté sur un point, c'est que la situation de tension sur l'amoxicilline en 2023 était liée non pas à un problème de production, ce qui était le cas à l'hiver 2022, mais à un problème de mauvaise répartition sur le territoire et qui était amplifié par un phénomène, je dirais, qui s'est résorbé grâce à cette charte d'engagement, qui était la possibilité pour certaines pharmacies d'acheter en fait directement au laboratoire sans passer par les grossistes répartiteurs. Et les laboratoires faisant de l'amoxicilline, je mets des guillemets, un produit d'appel pour effectivement leur permettre de leur donner des stocks très importants et ce faisant asséchant une répartition homogène, équitable sur le territoire. Je pense aussi qu'il y a un élément important qui va se jouer cette année puisque l'agence va déployer dans le passé, vous savez, le contrôle l'inspection des grossistes répartiteurs était porté au niveau des agences régionales de santé. Et là, à partir du 1er janvier, c'est l'Agence nationale de sécurité du médicament qui va, à travers son service d'inspection, diligenter des inspections pour effectivement bien vérifier qu'effectivement les grossistes répartiteurs peuvent jouer leur rôle. On rappelle que seuls les grossistes répartiteurs ont, de par les textes et le Code de la santé publique, des obligations de garantie de fourniture et c'est donc important de s'assurer qu'effectivement ils peuvent pleinement jouer leur rôle. S'agissant effectivement de la dimension territoriale, je citais effectivement cet axe nouveau du COP. Il ne s'agit pas là non plus de surcharger le champ de compétences des agences régionales de santé qui ont déjà un périmètre très large de compétences. Mais je pense qu'effectivement, cette territorialisation que l'agence a déjà pu commencer à faire. Je citais l'exemple des binômes médecins-pharmaciens qui permet d'avoir des échanges et donc d'avoir des capteurs et donc des signaux pour apprécier éventuellement des situations territoriales contrastées. Si effectivement ceci se déploie avec des échanges avec les agences régionales de santé, je pense qu'on pourra avoir, et à la faveur aussi de l'outil qui pourra permettre effectivement d'apprécier les contrastes qui peuvent exister dans certains territoires, peut-être de progresser un petit peu mieux. Sur l'accès à l'innovation thérapeutique, la question que vous posez est complexe sur effectivement le fait que le développement, grâce effectivement à la réforme de l'accès précoce qui est intervenue en 2021, on a effectivement un développement important, puisque je crois que l'agence, c'est à peu près pas loin de 30 000 décisions d'accès précoce qui ont été décidées l'année dernière, dans le respect bien sûr à la fois de la sécurité des produits, en lien bien sûr avec la Haute Autorité de Santé, puisque c'est un travail conjoint qui s'opère, l'agence, l'ANSM donnant des éléments de garantie sur effectivement la sécurité du produit et la HAS évidemment précisant les modalités de prise en charge. On sait qu'effectivement on a aussi dans ce cadre-là l'élaboration de cadres de prescription compassionnelle qui peuvent permettre notamment dans le cadre de la participation de la NSM au plan maladies rares de pouvoir accompagner effectivement certaines cohortes, peut-être parfois de petits volumes, dans une prise en charge évidemment adaptée. L'enjeu, effectivement, c'est d'abord d'inciter les laboratoires qui sont inclus dans ces protocoles à faire ce qui s'appelle les protocoles thérapeutiques d'utilisation, protocoles d'utilisation thérapeutique, qui sont une sorte de restitution et de suivi, un petit peu comme dans le cas d'un essai clinique. C'est très important d'avoir ces données-là. Et aujourd'hui, je crois qu'il y a encore des marges de progrès sur lesquelles il faut que, évidemment, l'ensemble des acteurs s'investissent et l'agence, en tout cas, y est prête. Ensuite, après, sur les questions, effectivement, de logique, je dirais notamment les principes, c'est les comparaisons avec les effets placebo, avec évidemment la possibilité de comparer l'efficacité d'un produit par rapport évidemment à l'absence de délivrance. C'est compliqué quand on est sur des petites données, des petites cohortes. Je crois, mais je m'en remets évidemment aux experts et je ne m'aventure pas trop sur ce terrain sur lequel je n'ai pas toute l'expertise requise, je m'en excuse, mais je crois que
L'IA peut permettre effectivement, avec la création de jumeaux numériques, de pouvoir faire des comparaisons. Ça, c'est quand même un élément important. Et puis, les données en vie réelle, comme je l'évoquais, à travers notamment les protocoles d'utilisation thérapeutique. Sur l'expérimentation cannabis, vous l'avez dit, effectivement, cette expérimentation est désormais clôturée, puisque sa date d'échéance était au 31 décembre 2024. Et effectivement, le ministre chargé de la Santé a accordé une tolérance pour permettre effectivement aux 1700 patients qui étaient inclus dans cette expérimentation de pouvoir bénéficier encore quelques mois ou quelques semaines de la possibilité de disposer des produits dont ils ont pu bénéficier et de permettre un sevrage. Je crois que voilà, le dispositif de deux choses l'une, soit effectivement une nouvelle expérimentation est relancée, mais en tout état de cause, voilà, le dispositif est clôturé, ce qui pose évidemment des questions, puisque d'après, en tout cas, les évaluations intermédiaires qui étaient fournies, il semble qu'effectivement cette prise en charge permettait de répondre à des cas de figure où il y avait une vraie impasse thérapeutique. Voilà. J'en viens, Madame, à la question que vous avez évoquée sur effectivement, alors premièrement sur la question du valproate, donc connu sous le nom d'Epakine. Alors je ne me prononcerai pas sur les procédures judiciaires qui sont en cours et qui ont connu, je crois, quelques développements très très récents. Je vois, enfin, on peut voir le verre à moitié vide, à moitié plein, mais je vois la décision qui a été prise effectivement très récemment par l'ANSM de restreindre et de renforcer les cadres de prescription, notamment pour cibler non seulement les femmes en âge de procréer, mais également les jeunes hommes et les hommes, compte tenu des analyses qui ont pu être faites à la fois en France, mais aussi à l'échelle européenne, sous l'égide de l'EMA, dans le cadre, là aussi, d'éléments de données en vie réelle. Ça me permet d'insister sur, par exemple, les apports considérables que le JCPIFAR a pu apporter dans certaines études qui ont permis de montrer des effets inattendus ou des effets graves de certains médicaments. Donc, je vois cette décision comme étant un élément de renforcement de la sécurité et non pas comme quelque chose d'insécure, au contraire, et je pense que c'est une décision qui est importante, et évidemment l'ANSM est très impliquée dans le suivi de ce dossier. Alors, le délai, c'est vrai qu'il y a eu effectivement, alors je n'ai pas tous les éléments pour répondre précisément peut-être à votre question, je pense que c'était un travail effectivement, vous l'avez dit, sous l'égide de l'EMA. Donc il y a eu peut-être ce temps d'analyse pour évidemment le stabiliser et le conforter avec l'ensemble des experts. Sur la question de l'enjeu du bon usage du médicament et de la surconsommation, je l'ai évoqué dans mon propos, c'est un sujet bien connu, la CNAM, c'est un sujet qui, quelque part, j'ai tendance à dire que les enjeux de santé publique rejoignent aussi les enjeux de l'assurance maladie. C'est clair qu'aujourd'hui, les chiffres, par exemple, que la CNAM, dans son rapport chargé produit, met en avant sur la polymédication ou l'hyperpolymédication pour notamment les personnes de plus de 65 ans qui ont un coût réel et qui ont accessoirement et potentiellement un effet sur la iatrogénie médicamenteuse, c'est un sujet sur lequel il faut continuer à agir avec des campagnes. Alors bon, cette campagne, vous l'avez citée, elle date de 2023. Je n'ai pas d'éléments sur le retour, enfin s'il y a eu une enquête de perception par l'ensemble des acteurs, mais je crois que c'était une campagne importante. Comme vous le savez, les campagnes de communication, il faut les rééditer et il faut surtout, peut-être, je l'ai évoqué, que l'agence, elle est engagée dans cette action, diversifie ses canaux d'information pour pouvoir cibler au mieux. Je rappelle que l'agence, elle peut effectivement, il y a son site internet, il y a évidemment des campagnes. Est-ce qu'il faut aller plus loin? Sans doute. Le sujet, c'est évidemment de mieux cibler les acteurs. Merci beaucoup. Je donne maintenant la parole à Alain Milon. Oui, merci Monsieur le Président. Merci Madame pour l'ensemble de ces informations.
Le 9 décembre, la NSM a décidé d'interdire la vente libre de 8 vasoconstricteurs par voie orale, utilisés contre les symptômes du rhume en raison de potentiels effets secondaires, notamment vasculaires. Ces médicaments sont donc maintenant désormais subordonnés à une prescription médicale. Mais suite à une saisine de la NSM qui avait déjà recommandé d'en limiter l'usage en automne 2023, l'EMA, l'Agence européenne du médicament, avait certes défini de nouvelles contre-indications, mais avait décidé de maintenir l'autorisation de mise sur le marché de ces médicaments. Comment expliquez-vous donc cette divergence d'appréciation entre la NSM et l'EMA? L'impossibilité finalement d'interdire la vente de ces médicaments en France vous semble-t-elle problématique? Et ces divergences sont-elles, selon vous, susceptibles d'entamer la confiance de nos concitoyens dans les autorités sanitaires? Par ailleurs, je voudrais ajouter que j'ai beaucoup apprécié l'ensemble de votre intervention qui devrait donner une leçon à ceux qui veulent supprimer certaines agences. Votre agence est nécessaire. Très bien. Je donne la parole à Anne-Sophie Romani. Merci, Président. Merci, Madame, pour l'exposé de votre motivation. Je souhaitais aborder avec vous les ruptures de stock de médicaments, mais ça a été largement abordé et je vous en remercie. Peut-être vous avez évoqué la transparence de la NSM envers les usagers. Peut-être j'aimerais moi en tout cas vous entendre sur l'état actuel de cet engagement que vous aviez fait au début de votre présidence et sur les actions mises en œuvre pour améliorer concrètement cette transparence. Et enfin, lors de votre audition devant notre commission, dans le cadre de votre nomination à la présidence, vous aviez évoqué les enjeux de l'agence liés à l'innovation dans le cadre du plan France 2030. Où en est l'agence aujourd'hui, et notamment en ce qui concerne le fait pour la France de devenir leader en essais cliniques au niveau européen? Je vous remercie. Merci. Pour terminer, Anne Suris. Merci, Monsieur le Président, et merci, Madame, de votre engagement sur la question de la sécurité du médicament. C'est évidemment essentiel dans notre société. Alors, moi aussi, j'ai des choses que je ne reprendrai pas. Hein. La question du cannabis thérapeutique, je pense que c'est quelque chose d'important. C'est pas très, il me semble, pour l'instant, et même dans votre réponse, que les arguments ne sont pas très rationnels pour arrêter l'expérience, en tout cas d'un point de vue sanitaire. J'espère en tout cas que cette expérience va pouvoir continuer à voir le jour et pouvoir se pérenniser. En tout cas, je reprends aussi, parce qu'il y a des choses qui ont été dites sur Madame Lassarade sur la question de la surconsommation, et en particulier juste en rajoutant un petit point sur la question des psychotropes et de la surconsommation des antidépresseurs. Hein, je crois qu'on a un record en France. Est-ce que dans le cadre de la grande cause, en particulier de la santé mentale, puisque ça a été redit par le Premier ministère, il y aura justement une enquête, ou est-ce qu'il y a déjà eu des enquêtes sur cette surconsommation spécifique et cette surprescription aussi de nos soignants? Troisième question, concernant toujours la question des psychotropes, je voulais vous poser une question sur la question du fentanyl, qui, vous savez, est un puissant opioïde destiné à soulager les douleurs chroniques, en particulier cancéreuses, en tout cas celles qui ne sont pas soignées par d'autres, qui peut générer des situations de dépendance que vous connaissez, qui sont préoccupantes, qui fait aujourd'hui désormais l'objet de détournements et de trafics illicites, y compris en France, avec des cas bien identifiés dans le département du Bas-Rhin et en Bretagne. Le Sénat lancera en 2025 une mission flash tout à l'heure sur le fentanyl pour examiner ses conditions de prescription, de délivrance, ainsi que les problématiques de mésusage et de dépendance qu'il occasionne. Comment la NSM travaille-t-elle sur la surveillance des cas d'abus et de dépendance et en amont de délivrance des opioïdes? Et plus largement, dans le cadre de sa mission de veille à la sécurité du patient, le rapport d'activité de la NSM indique que 21 enquêtes d'addictovigilance ont été conduites en 2023. Pouvez-vous nous indiquer sur ce quoi portent principalement ces enquêtes et quels sont les travaux en cours pour 2024? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, sur la question des vasoconstricteurs et de l'interdiction,
Alors, une précision, l'agence, enfin, la décision qui a été prise, ce n'est pas une interdiction de vente, c'est le listage, c'est-à-dire la nécessité de disposer d'une prescription médicale pour pouvoir effectivement disposer de ces spécialités médicales, alors que jusqu'alors elles étaient effectivement en vente libre. Alors, vous évoquez la question de la divergence. Enfin, effectivement, comme c'est un médicament qui est à AMM européenne, c'est-à-dire qu'effectivement, la France a tenté dès l'année 2023, comme vous l'avez rappelé, à évoquer le sujet auprès de l'EMA pour essayer de convaincre l'ensemble des autres partenaires européens de l'intérêt, compte tenu d'éléments dont elle disposait en termes de pharmacovigilance, de l'intérêt qu'il y avait à restreindre effectivement l'accès à ces médicaments, non pas les interdire, mais les restreindre. Et effectivement, cette action, je dirais, de la France n'a pas, je dirais, réuni le concert des autres États membres. Donc, voilà, je crois que c'est compliqué à partir du moment où on est sur un médicament, une spécialité qui est sur une autorisation de mise sur le marché européen, la France ne peut pas interdire seule, ne peut pas reprendre une AMM. Voilà, c'est un parallélisme des formes. Et malheureusement, effectivement, c'est un peu gênant. Je crois que ça fait partie, effectivement, des sujets sur lesquels... On le voit d'ailleurs, enfin, je crois que la France, dans le concert européen, dans les travaux à l'EMA, comme d'ailleurs dans les échanges qu'elle a, vous savez que les directeurs généraux des agences européennes se réunissent sous l'égide d'un groupe qui se réunit très régulièrement, et il y a de nombreux groupes de travail, soit en termes de pharmacovigilance, etc., essaye et fait passer, je crois, des messages qui vont dans le sens de l'accroissement de la sécurité des produits de santé. Ça se voit au fil du temps. Je veux dire, on le voit notamment, par exemple, sur les dispositifs médicaux, avec les règlements de 2017 qui sont entrés en vigueur il y a quelques années. Tout ceci, c'est le fruit, évidemment, d'une action très proactive des autorités françaises et de l'ANSM qui, en termes d'expertise, les a préparés. Alors, sur les questions de transparence vis-à-vis des usagers, je crois qu'effectivement, aujourd'hui, je le rappelle, mais toutes les instances, tous les groupes de travail, tous les comités scientifiques permanents ou temporaires de l'agence comportent des représentants des associations d'usagers. Le conseil d'administration comprend aussi des représentants des associations d'usagers. Je trouve, enfin, j'ai été, quand j'ai pris mes fonctions, extrêmement frappée, mais très positivement par la qualité des échanges, parce que cela apporte. Je vous donne un exemple. Au conseil d'administration, on a une représentante, effectivement, d'une association d'usagers qui est très engagée sur la question des médicaments pédiatriques et de la prise en compte de la population particulière que représentent les enfants, parce que bien souvent, c'est compliqué. Les formes galéniques ne sont pas les mêmes et il n'y a pas forcément une bonne adaptation. Et je trouve que les échanges qu'on a pu avoir ont permis graduellement, et l'agence est complètement engagée dans cette approche qui est une approche aussi populationnelle. C'est-à-dire aussi, je ne l'ai pas dit dans mes propos, mais c'est vraiment aussi un virage important de pouvoir effectivement mieux cibler la question de l'impact des produits de santé selon qu'on s'adresse à une population, je dirais, entre guillemets, standard, ou qu'on cible les enfants, les personnes très âgées, les personnes qui ont plus de 85 ans, qui sont souvent en polymédication, et les effets des médicaments ne sont pas les mêmes. Et ça, cette question-là, elle est vraiment, elle est très forte, et moi j'ai trouvé que c'était effectivement, à travers ces échanges, très intéressant, et je pense que l'agence en tire le meilleur pour évidemment effectuer ce virage. Je donne un autre exemple aussi sur le dialogue avec les associations de patients. Au moment où j'étais arrivée, on était encore en fin de crise Covid, on était beaucoup en distanciel, et l'agence avait, à l'occasion de la crise sur les respirateurs Philips, organisé un webinaire. Elle a développé ce type d'outils pour mieux cibler les acteurs, et ce webinaire faisait participer à la fois les sociétés savantes en pneumologie, mais aussi les représentants des associations pour bien expliquer aux patients l'enjeu qu'il y avait à ne pas interrompre leur traitement. Donc je trouve que il y a toujours des marges de progrès, et je crois que l'agence est complètement engagée dans cette dynamique, mais c'est quelque chose sur lequel il y a eu vraiment des apports.
Alors, sur l'innovation, effectivement, l'agence, effectivement, alors j'ai peut-être pas en tête exactement les chiffres sur la participation de la France aux essais cliniques, mais dans le cadre, effectivement, des essais qui sont menés au niveau européen, la France est très fortement engagée, notamment dans tout ce qui est oncologie. Et donc, il y a effectivement une place importante que la France occupe sur ces types de spécialités. Et je crois qu'effectivement, à travers le guichet unique, à travers l'accès précoce, à travers l'engagement même de la France dans l'ensemble des groupes européens, il y a cette volonté d'être vraiment dans les leaders. Et je rappelle aussi que la France, qui est co-rapporteur pour les autorisations de mise sur le marché au niveau européen, fait partie des 2-3 pays leaders, ce qui est le signe, je crois, d'une dynamique qui est positive, qu'il faut encore encourager. Et je crois que, je l'ai dit, c'est une bonne chose que, grâce d'ailleurs à la révision de la législation pharmaceutique européenne et la révision des fees qui sont donnés aux pays qui sont rapporteurs, la NSM va probablement pouvoir dégager des ressources supplémentaires qui lui permettent effectivement d'être encore plus proactive en matière de recherche, en matière d'innovation, et c'est un point tout à fait fondamental. Madame, alors je pense sur le cannabis, voilà, je n'ai pas de choses supplémentaires. Alors sur la question des psychotropes, je n'ai pas connaissance d'une étude particulière. Enfin là, vous me prenez un peu au dépourvu, je suis désolée, mais je ne sais pas. Je pense que évidemment dans le rapport chargé produit de la CNAM, il y a des choses qui figurent. Et effectivement, c'est un sujet qui rejoint la question de la surconsommation médicale. Sur les opioïdes, alors la NSM a pris des dispositions puisque désormais la délivrance de ces produits, d'abord il y a eu des restrictions progressives qui ont été faites, notamment sur le dimensionnement des boîtes pour réduire effectivement le nombre de comprimés et éviter tout risque d'addiction à ces produits dont on sait effectivement les effets particulièrement néfastes, si notamment on compare à ce qui se passe aux États-Unis. Il y a eu cette première étape et il y a une deuxième étape, c'est l'obligation d'une ordonnance sécurisée pour effectivement ces produits. Alors, il y a eu un petit décalage parce qu'au départ, cette décision devait rentrer en vigueur plus tôt et elle a dû être décalée parce qu'il y avait un problème de compatibilité des systèmes d'information, notamment dans les officines. Et donc, l'obligation va s'appliquer, si je ne me trompe pas, à compter du 1er mars de cette année. Et donc, c'est un élément qui va évidemment être important parce qu'il va être de nature, je l'espère, mais votre mission d'enquête sans doute le permettra en tout cas de le vérifier, de limiter les trafics illicites et qui ont légion malheureusement. Très bien, merci madame pour à la fois cette présentation et puis ces différentes réponses que vous avez apportées. Voilà, merci beaucoup. Et donc, nous allons continuer nos travaux. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Au revoir, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs également. Très bonne journée. Merci.